Imaginez qu'on vous embarque sur un navire, non pour gagner la guerre, mais pour protéger ceux qui la gagneront. On vous dit que vous êtes essentiel, mais vous savez que vous n'êtes là que pour encaisser le premier tir. C'est ce qu'ont vécu des centaines de marins sur les destroyers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils le savaient dès le premier jour, des centaines d'hommes entassés à l'intérieur de coques d'acier flottantes, entourés de carburant, de munitions et de silence, naviguant dans la position la plus exposée de toute la flotte. Leur mission n'était pas de briller, mais de résister. Ils n'étaient pas les héros en couverture, mais sans eux, tout s'effondrait. Mais ce que personne ne leur a dit, et que vous découvrirez plus tard, c'est que leur navire cachait un enfer qui ne venait pas de l'ennemi, mais de l'océan lui-même et de la machine dans laquelle ils vivaient. Ceci est l'histoire des destroyers américains pendant la Seconde Guerre mondiale et des hommes qui y ont vécu et sont morts. Mais avant d'arriver au pire cauchemar naval jamais vécu, vous devez comprendre ce qui a poussé les États-Unis à dépendre de si petits navires pour affronter une guerre si immense et pourquoi personne n'était préparé à ce qui allait arriver. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, les États-Unis possédaient la plus grande marine du monde. Près de 500 000 marins assuraient la sécurité sur les océans. Tout semblait sous contrôle. Ah, mais ce sentiment de puissance était fragile et il était sur le point de disparaître. La guerre avait enseigné une leçon claire. Celui qui domine les mers domine la guerre. Et pourtant, après le conflit, les États-Unis ont commencé à désarmer. La construction de navires a été arrêtée. Le budget a été réduit, mais voici la question que personne ne posait à voix haute. Que se passerait-il si la paix ne durait pas? Alors qu'en Occident, on parlait de désarmement, en Orient, le Japon accélérait. Il développait en silence des navires de guerre radicalement plus avancés, dont les destroyers de la classe Fubuki, rapides, létaux et dotés d'une capacité offensive que le monde n'avait jamais vue. Les États-Unis savaient que quelque chose de grand se préparait dans le Pacifique. Les ingénieurs navals ont commencé à se poser une seule question. Quel type de navire pourrait égaler ou surpasser les destroyers japonais? Ainsi, en 1941, juste avant d'entrer officiellement dans la Seconde Guerre mondiale, l'un des programmes de construction navale les plus ambitieux de l'histoire fut approuvé. Le résultat, les destroyers de la classe Fletcher. Ce n'étaient pas des cuirassés, ce n'étaient pas des géants, mais ce qu'ils contenaient changerait à jamais le cours de la guerre. Plus de 100 mètres d'acier, 5 canons de 127 mm capables de tirer jusqu'à 18 projectiles par minute. Tourelles, lance-torpilles, charges de profondeur et surtout quelque chose qu'aucun ennemi n'attendait, le radar. Pourquoi ce système invisible à l'œil nu allait-il devenir leur avantage le plus mortel? Vous le verrez plus tard. Une flotte n'était pas seulement des navires voyageant ensemble, c'était une chorégraphie militaire, une armée flottante. En son cœur se trouvaient les porte-avions, des aéroports mobiles qui lançaient des chasseurs dans le ciel. Ils étaient énormes, lents, précieux et donc vulnérables. Pour les protéger, il y avait les cuirassés, des géants blindés, et les croiseurs, plus rapides et polyvalents. Mais la première ligne de défense n'était aucune de ces nefs, c'étaient les destroyers, de petits navires armés jusqu'aux dents, dont la fonction était claire, intercepter la menace avant tout le monde et l'affronter seul. Ils patrouillaient les eaux, interceptaient les signaux, affrontaient les sous-marins, créaient des écrans de fumée pour cacher les plus grands. Ce qui suit montrera à quel point cette stratégie frôlait le suicide. Survivre au combat n'était qu'une partie de l'enfer. L'autre se vivait chaque jour sous le pont. Sur un Fletcher, plus de 300 hommes cohabitaient dans un espace réduit.
Ils dormaient dans des couchettes en toile, empilées sur 4 niveaux, dans un roulis constant qui faisait vomir même le plus ancien. Il n'y avait pas d'intimité, pas de silence. Tout était inflammable. Carburant, munitions, métal chaud et hommes épuisés. Une étincelle suffisait à allumer un piège mortel. Que se passait-il si un incendie se déclarait sur les ponts inférieurs? Beaucoup ne s'en sortaient pas. L'acier se transformait en une cellule ardente. Et pendant ce temps, dehors, la mer rugissait avec des tempêtes qui entraînaient les marins vers l'abîme. 100 ans pour les sauvetages. La guerre, la machine et l'océan avaient même quelque chose en commun. Les trois voulaient vous tuer. La bataille de Samar, l'exploit impossible. Parmi toutes les batailles, il en est une qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Une dans laquelle 3 destroyers ont affronté une flotte entière de l'Empire japonais, sans soutien. Pourquoi ont-ils décidé de se battre, sachant qu'ils étaient condamnés? Et qu'est-ce qui a fait reculer l'ennemi? Cette histoire, celle de la bataille de Samar, est si brutale et inattendue qu'elle ne peut être racontée que calmement. 25 octobre 1944, 6h45 du matin. Au milieu de l'océan, une vigie crie la phrase que personne ne voulait entendre. Navires ennemis à l'horizon. Ce qui approchait n'était pas une patrouille, c'était un cauchemar d'acier. 4 cuirassés, dont l'imposant Yamato, le navire le plus colossal jamais construit. 6 croiseurs lourds, 2 légers et 11 destroyers japonais. En phase 2, seul un petit groupe appelé Taffy 3, 6 porte-avions d'escorte et 3 destroyers de classe Fletcher. Ils n'étaient pas conçus pour affronter une telle flotte. Ils n'avaient pas de blindage, pas de puissance, pas d'échappatoire, mais ils n'ont pas attaqué parce qu'ils croyaient pouvoir gagner. Ils l'ont fait parce qu'il n'y avait personne d'autre pour arrêter le désastre. L'USS Johnston, l'USS Hull et l'USS Herman ont lancé des torpilles contre les cuirassés géants. Ils ont tiré tous les projectiles qu'ils avaient, ont coupé les lignes de tir, ont couvert les porte-avions sans défense avec de la fumée et se sont interposés entre l'ennemi et leurs camarades. À l'intérieur des navires, l'enfer avait commencé. Feu, sang, explosion. Et pourtant, personne n'a abandonné son poste. Le radar guidait les tirs même dans le brouillard. Les marins, épuisés, continuaient de charger les munitions avec leurs mains ensanglantées. Les navires japonais, surpris par la férocité de l'attaque, ont commencé à douter. Où étaient les cuirassés américains? Où était la véritable flotte? Ils ne pouvaient pas croire que seulement 3 destroyers étaient si agressifs. Et puis, l'impensable s'est produit. À 9h25 du matin, l'amiral Kurita, convaincu qu'il s'agissait d'une embuscade, ordonna la retraite. 3 destroyers, sans soutien, sans blindage, sans espoir, avaient fait reculer la force la plus puissante du Pacifique. Non par la force, non par la stratégie, mais par la pure volonté humaine. L'USS Johnston et l'USS Hull ont coulé. Le Herman a résisté, criblé de balles, mais vivant. Et entre le feu, le chaos et l'acier tordu, le plus grand exploit des destroyers dans l'histoire navale a été gravé. Ce qui s'est passé ce jour-là, dans cette bataille qui ne devait pas être gagnée, a changé le destin du Pacifique et a rappelé au monde que parfois, l'impossible n'a besoin que de quelqu'un disposé à essayer. Le prix de la résistance. La bataille de Samar n'a pas été seulement un affrontement inégal. Ce fut une démonstration pure de ce qui se passe lorsque le devoir, le courage et le désespoir convergent en un même point.
Les destroyers de classe Fletcher n'étaient pas conçus pour freiner une flotte impériale, mais ce jour-là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'il n'y avait personne d'autre. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que s'ils ne résistaient pas, tout serait perdu. Ils l'ont fait en sachant qu'ils n'en sortiraient probablement pas vivants. Des 3 destroyers, seul l'USS Herman est revenu. Et pourtant, les noms du Johnston, du Hull et de chacun de leurs équipages sont restés gravés dans l'histoire navale comme des symboles de l'impossible devenu réalité. Ils n'ont pas été les plus forts, ils n'ont pas été les plus grands, mais ils ont été ceux qui ont dit oui, quand tous les autres auraient dit non. Parce que parfois, les héros n'apparaissent pas dans les manuels scolaires, ils apparaissent flottant dans la fumée, saignant au milieu du métal, sachant qu'ils ne s'en sortiront pas, mais se battant quand même. Et maintenant que vous connaissez cette histoire, maintenant que vous avez vu ce qui s'est réellement passé, vous avez 2 options, l'oublier ou revenir au début de la vidéo et voir avec un regard neuf l'enfer que beaucoup ont vécu pour que d'autres puissent le raconter. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a coupé le souffle et si vous voulez plus de récits que le monde semble avoir oubliés. Abonnez-vous maintenant, car ici, non seulement nous nous souvenons de l'histoire, mais nous la revivons. Et si vous pensez que ces destroyers de classe Fletcher étaient puissants, c'est parce que vous ne connaissez pas encore le monstre à 400 000 $ qui a brisé toute la force aérienne chinoise. Dans cette vidéo, nous vous montrons l'arme la plus dévastatrice jamais créée par l'homme.